On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Notre invité aujourd'hui a 48 ans. Il s'appelle Serge Savoie. Il a une histoire pas banale. Il a mis sur pied une conférence spectacle qu'il va présenter tout prochainement à la ferme Guyon. Et ça s'intitule « L'aveugle de Compostelle ». C'est un gars de Chambly. Merci. À mettre à vos agendas pour samedi, le 9 novembre à 13h, à la ferme Guyon à Chambly, une conférence spectacle et le titre s'appelle « L'aveugle de Compostelle ». C'est un gars de Chambly. Bien, il est avec nous, c'est Serge Savoie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. L'expression « l'aveugle de Compostelle », c'est un gars de Chambly, ça vient d'où? C'est quelqu'un que vous avez rencontré ou je ne sais trop? Bref, comment l'expression a vu le jour, disons? En fait, quand j'ai eu l'idée de faire une conférence, j'avais le sujet en tête. J'ai dit, je vais parler de ma déficience visuelle, ma réadaptation. J'avais déjà fait une conférence quand j'avais fait Compostelle avant ça. Donc, j'ai mis ça ensemble. Puis, il y a un petit twist aussi en lien avec l'aveugle de Compostelle qu'on va apprendre dans la conférence, que je ne dévoilerai pas. Au-delà du fait que je trouvais que c'était un titre accrocheur, puis j'ai mis la virgule, c'est un gars de Chambly, là. Il y a quand même quelque chose en lien avec ça qu'on va découvrir quand on va entendre la conférence. Je veux juste, par contre, mettre au point que je n'ai pas fait le chemin de Compostelle étant aveugle. C'était 2 ans avant que je perde la vue, puis voilà. Mais pour comprendre l'entièreté de la chose, il faudra être présent. Bon. Qui est Serge Savoie? Moi, je suis un homme de 48 ans qui est résident de Chambly depuis 46 ans. Puis, j'œuvre dans le milieu communautaire de Chambly depuis plusieurs années. Je suis un des cofondateurs d'un organisme jeunesse à Chambly qui s'appelle POSA Source des Monts. Puis, relativement connu localement à ce niveau-là, au plan communautaire et tout ça. J'ai toujours été bien impliqué dans ma communauté. Donc, père d'une petite fille de 11 ans, récemment marié avec ma conjointe qui est juste ici à côté. Donc, en gros, c'est un peu ça. Hein? Bon. Quelle est votre histoire de vie? Parce que, dans le fond, de ce que je comprends, évidemment, vous n'avez pas perdu la vue, disons, de naissance. Donc, non. Ça s'est fait graduellement suite à certaines difficultés, certaines maladies. Expliquez-nous un peu pour que les gens comprennent le contexte dans lequel vous avez perdu la vue des 2 yeux au fil du temps. Oui, tout à fait. Puis c'est beaucoup il y a un gros segment de la conférence qui est en lien avec ça. Mais en gros, disons que j'ai des problèmes aux yeux là, depuis que je suis au monde, on va dire ça. Cataracte congénitale à la naissance, donc des grosses lunettes et tout ça. À l'adolescence, j'ai perdu l'usage de l'œil droit. Et ensuite, à cause du glaucome, c'est un glaucome qui est arrivé ensuite, là, après la cataracte congénitale. Puis, c'est ça, j'ai roulé comme ça une bonne partie de ma vie, jusqu'à l'âge de 37 ans, pas longtemps après mon retour de Compostelle. Donc, j'apprends par mon ophtalmologiste que le glaucome est très fort en augmentation dans mon œil gauche, l'œil qui me reste à ce moment-là. Puis, de fil en aiguille, plusieurs choses ont été tentées. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné jusqu'à ce qu'à l'âge de 38 ans, là, le 3 août 2009, je perde la vue complètement. Donc, en gros, là, c'est un peu ça. Là. Quand on est jeune, enfant ou même adolescent, qu'on vit certaines difficultés, de quelle façon les avez-vous abordées, ces questions-là, ou comment avez-vous été entouré à l'époque? Je présume que quand on est enfant ou adolescent, perdre graduellement la vue, si ce n'est même que d'un œil, ça doit quand même avoir certaines préoccupations ou certaines conséquences. Ah, tout à fait. Ça a été, disons, l'épisode de l'adolescence. Dans la conférence, je parle de 3 phases marquantes là, au niveau de ma déficience visuelle, donc l'enfance. L'enfance, je ne m'en souviens pas beaucoup. J'ai les conséquences de ça. J'ai vécu avec des grosses lunettes puis tout ça. Bon, oui, ça va. Là. Disons que je peux parler plus de l'adolescence, que là, je m'en souviens très bien. C'est sûr que ça a été difficile. Premièrement, le diagnostic de glaucome, il faut dire que c'est le même chemin que ma mère a suivi. Et c'est congénital, donc tout vient malheureusement de son côté à elle. Puis elle s'est sentie beaucoup coupable et tout ça. Donc ça a été une période difficile et pour moi et pour elle, pour toute la famille finalement. À cet âge-là, c'était pas facile. Moi, j'étais en pleine crise d'adolescence aussi, puis tout ça. Donc une période assez sombre, hein, pas faire de mauvais jeu de mots. Là. Mais voilà, puis c'est ça. Moi, je me suis raccroché à toutes sortes de choses. Puis, Mais quand on est adolescent, évidemment, puis les problèmes de vision sont là quand même depuis plusieurs années.
est-ce qu'on se dit, bon, ben il m'en reste quand même un, je vais quand même être capable de voir, de fonctionner? Est-ce qu'on se rabat sur le fait qu'il nous en reste un ou sur le fait qu'on a perdu la vue d'un autre œil? Bien, disons qu'au début, hein, oui, c'est sûr, moi, j'ai focusé sur le fait que je n'avais perdu un. Aussi, il faut voir qu'à cette époque-là, à presque 16 ans, l'ophtalmo, à ce moment-là, il me dit qu'avec la vision que j'ai, je ne pourrais pas conduire d'auto. Fait que moi, c'est vraiment ça qui m'avait mis à terre, là. Donc, tout près d'avoir mon permis de conduire, dont je rêvais depuis des années. Fait que c'est sûr, ça a été difficile. Mais à partir du moment où c'est ça ma vision, puis tout ça, moi, puis je ramène ça aussi au fait que ma mère est passée par là, et elle, à ce jour, elle va avoir 78 ans, et elle voit encore seulement de son œil. Donc, moi, c'était ça, là. J'étais pour voir comme elle, là. Je veux dire, de voir d'un œil, c'était correct. Oui, là. vous étiez m'étais rabattu, habitué. vous étiez dit, probablement, OK, ma mère a perdu la vue d'un œil, donc moi aussi, c'est ce qui m'arrive, dans le fond, et je vais vivre comme ça et comme elle pour plusieurs années. Oui, puis je veux dire, je faisais tout, là, je veux dire. Mais étiez-vous conscient à ce moment-là du risque que le problème arrive au deuxième œil? Ou si on le savait, mais on ne voulait pas trop y penser? C'est plutôt l'option B, je vous dirais, dans le sens que, oui, c'est bien évident qu'à un moment donné, cette maladie-là, qui est le glaucome, elle attaquait un œil, elle peut très bien attaquer l'autre. Mais disons, j'avais un suivi serré, là, hein, il était juste un œil, donc à l'hôpital, j'étais suivi au CHUM à ce moment-là, à Montréal, puis tout ça. Je ne m'attendais pas à ça, honnêtement, puis je ne pensais pas à ça non plus. Bien sûr que quand je me mettais à penser à ça, je me disais qu'il y avait un risque, mais tant que je mettais mes médicaments, puis que j'étais suivi, puis tout ça, c'est des gouttes là, que je parle, là, moi, dans ma tête, je filais de même jusqu'à au moins, si je ramène en arrière, 10 ans en arrière, ma mère avait 65 ans et plus, je me disais, il n'y a pas de danger, là. Bon, peut-être c'est un peu de déni, peut-être non, mais c'était ça ma pensée. Mais en même temps, on se dit, ça c'est l'autre chose, parce qu'on peut bien y penser à tous les jours, mais sinon on va s'empêcher de vivre aussi. On ne peut pas vivre dans la peur tous les jours. Donc moi, c'est ça. Je ne pensais pas à ça. Je vaquais à mes occupations. Je faisais ma vie, puis tout ça. Puis voilà. En quoi vos ennuis de déficience visuelle, étant jeune ou adolescent, ont-elles influencé votre parcours professionnel? Quand on est au secondaire ou ultimement, je ne sais pas, qu'on va aller au cégep ou à l'université ou peu importe notre parcours, en quoi les difficultés vécues à l'enfance ou à l'adolescence en termes de votre déficience visuelle a pu influencer votre parcours professionnel dans la jeune vingtaine? Bien, une bonne question, dans le sens que à cette époque-là aussi, à l'adolescence, vu ces difficultés-là, je ne performais pas beaucoup à l'école. J'étais même désintéressé. Donc, une fois que mon secondaire 5 a été terminé, je me suis retrouvé que je n'étais pas parti pour aller au cégep, rien de ça. J'ai commencé à travailler à temps plein. Puis, à un moment donné, au bout d'un certain temps, j'ai réintégré là, le cégep. Puis là, j'avais un objectif. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte, je suis même allé à l'université, j'ai fait un bac et tout ça. Des capacités. C'est ce qui m'a amené à cofonder un organisme communautaire, puis tout ça. Donc, il y a eu une petite période de temps où je dirais que tout ce qui m'était arrivé m'avait joué négativement contre moi à ce niveau-là, mais qu'assez rapidement, j'ai repris ça en main, puis, je veux dire, il suffisait à ce moment-là de me rapprocher du tableau, d'être plus attentif, je veux dire, je m'adaptais avec ma vision que j'avais à cette époque-là. Et pour vous, de travailler dans le milieu communautaire, c'était pour vous quoi? C'était quelque chose d'intéressant, de satisfaisant? C'était un objectif en soi? C'était là-dedans qu'on sentait qu'on se réalise? Bien, en fait, ça a été un parcours inattendu. Moi, dans le fond, j'ai terminé un bac en psychoéducation en 98, puis 1998. Puis, dans ce temps-là, tu as des options. Tu peux aller soit travailler dans les centres jeunesse. Au début, quand je m'étais inscrit, c'était dans ça que je voulais aller travailler, au niveau des jeunes en réadaptation, puis tout ça, la délinquance. Puis, je me suis rendu compte assez rapidement que c'était en faisant des stages là-dedans que c'était une approche qui était un peu difficile pour moi. C'était beaucoup répressif, puis tout ça. Je ne juge pas les gens qui sont là-dedans, mais moi, ça cadrait moins avec mes valeurs. Et à un moment donné, j'ai travaillé un peu dans le scolaire aussi, toujours comme psychoéducateur. Puis l'opportunité du milieu communautaire s'est présentée comme ça. Puis je me suis réalisé là-dedans. Puis j'ai beaucoup aimé ça. J'aime encore ça d'ailleurs. Je travaille toujours dans le milieu communautaire. Bon. Qu'est-ce qui vous a mené à aller faire Compostelle? Et là, comme vous l'avez dit en introduction, Compostelle est même arrivé
avant de ouais. perdre la vue de l'autre œil. Là. Tout à fait. Puis à ce moment-là, encore une fois, moi, j'étais dans l'optique que je ne perdrais pas la vue. Là. Je ne voyais pas ça. Ben c'est ça. J'avais une série un peu comme on dit souvent, une liste de choses, la fameuse bucket list. Là, Ouais. tu sais, donc, Et Compostelle en faisait partie? Oui, Ouais. tout à fait. Ouais, moi, ben, c'était beaucoup, le côté spirituel a toujours été assez présent. J'en parle aussi dans la conférence. Puis, il y avait différents éléments là-dedans, là, dont celui-là de faire Compostelle. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré une personne, dans le cadre de mon travail, on a fait faire venir quelqu'un, un conférencier, une personne connue, qui est Marcel Leboeuf, le comédien. Puis Marcel parlait beaucoup avec passion du chemin de Compostelle et tout ça à ce moment-là. Il est encore là-dedans, d'ailleurs. Puis, en parlant avec lui après la conférence, moi, je dis « Ah, un jour, je vais faire ça, Marcel, peut-être à ma retraite, puis tout ça, tu sais. » Puis, il me dit... Puis lui, il m'avait comme saisi, en parole, je veux bien, là, en me disant « Voyons, pourquoi attendre? C'est là, il faut que tu fasses ça, tu sais. » Puis à ce moment-là, à mon travail, puis tout ça, j'étais un peu en remise en question, moi-même, personnellement. Puis, je me suis décidé, puis j'ai pris un congé sabbatique de mon travail. Puis l'année d'après que Marcel m'a dit ça... je me rendais à Compostelle et je suis vraiment content de l'avoir fait à ce moment-là. J'ai encore des images dans la tête. Là. Quel est le segment que vous avez fait de Compostelle? Moi, j'ai fait, disons, le chemin classique français là, qui part de Saint-Jean-Pied-de-Port au pied des Pyrénées en France et jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est un 800 km, le Camino Frances qu'il appelle. Là. Ceci dit, souvent, quand on parle du chemin de Compostelle, on parle de celui-là, mais il y a différents chemins de Compostelle, vous le savez. Là. Donc, il y en a qui, même Marcel, entre autres, est parti, lui, du Puy-en-Velay, qui est un autre 700 km avant. Tu parles du milieu de la France. Puis... Donc, moi, j'ai fait quand même le 800 km. Là, qu'est-ce que vous retenez de ça? Au-delà du fait de dire « je veux le faire et là, on finit par s'organiser et tout ce que ça implique, et là, finalement, on finit par le faire. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là? Moi, ça a été une expérience extraordinaire, dans le sens que, pour moi, le chemin de Compostelle, puis c'est un peu ça aussi dans la conférence que je dis, c'est comme une analogie de la vie. C'est-à-dire que ce que tu fais sur le chemin de Compostelle, c'est que tu te centres sur l'essentiel des choses de la journée, c'est-à-dire le matin, t'assurer que tu as tout ton pactage, tu as tout ton matériel. Tu n'as pas gros de stock, il ne faut pas t'en être trop, mais ce que tu as, tu en as besoin. Donc, de bien serrer tes choses, te mettre dans un état d'esprit qu'aujourd'hui, j'ai 20 km à marcher, j'ai confiance que je vais me trouver un endroit où manger, j'ai confiance que je vais trouver un endroit où loger. Puis, durant le chemin, je suis ouvert à rencontrer des gens et à parler, à échanger avec toutes sortes de personnes. Donc, si on transpose ça à la vie, c'est quand même ça la vie aussi, là, au-delà de toutes les autres bebelles qu'on fait, puis tout ça, quand on se ramène à l'essentiel, bien, pour moi, le chemin de Compostelle, il m'a ramené à l'essentiel. En gros, là, c'est un peu ça. Toutes les rencontres que j'ai faites là, extraordinaires, naturellement, les magnifiques paysages que j'ai vus là, les magnifiques cathédrales gothiques que j'ai visitées, tout ça, là, mais l'essentiel, c'était les rencontres humaines. Bon, vous avez dit tantôt, j'en retiens encore aujourd'hui quelques images. Donc, pour vous, c'est vraiment ancré dans la mémoire. Oui. Effectivement, de très beaux souvenirs visuels de ça. Naturellement, et je dis ça aussi dans la conférence, c'est que, ça je ne le savais pas, mais moi, ça fait 10 ans, ça a fait 10 ans cet été que je ne vois plus, et les images disparaissent. Ah oui? Oui, malheureusement. Là, donc, avec le temps, un peu comme les souvenirs, hein, on oublie, puis tout ça, bien, je sais bien que quand on a encore la vue, on regarde une photo, ça nous rappelle quelque chose, ça nous réimprime ça dans le cerveau, ce qu'on a pu quand on est aveugle. Donc, entre autres, la conférence, c'est ce que j'exprime au début de la conférence. Moi, de tout ce que je vais parler dans cette conférence-là, bien, ça me ramène ces images-là dans la tête. Le fait d'en parler. Le fait d'en parler, puis de les revoir dans ma tête. Comme là, je vous parle, puis je pense à certaines images. Telle cathédrale gothique là, que j'ai vue, disons, à Léon, une des villes. Bon, la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon, à un moment donné, il y a un grand 100 km environ, ils appellent ça la Maceta. On est quasiment, c'est pas le désert, là, mais je veux dire, il n'y a aucune végétation. À un moment donné, j'ai une image où il y a un seul arbre, gros arbre en plein milieu, à des kilomètres à la ronde. J'ai cette image-là d'imprimé. J'ai l'image de Pablo, mon ami australien, qui marche en avant de moi. Claire, mon amie parisienne, juste à côté. C'est ça. Et là, dans le fond, vous êtes revenu de Compostelle, et puis là, quelques années plus tard, malheureusement,
les problèmes à l'autre œil quelques se sont semaines. propagés. Quelques semaines? Ah, oui, oui. Je suis revenu, c'était à l'automne, là. Moi, j'ai fait ça à peu près à ce temps-ci de l'année, en 2007. Puis, je pense, je me suis mis en janvier suivant. Je suis revenu, moi, à la mi-novembre de mon périple en Europe. J'ai passé le temps des fêtes. Au retour des fêtes, en janvier, je vois mon spécialiste que je voyais une fois par année. Puis c'était tout le temps la même chose. Tout est beau, on lâche pas, continue, puis il tape dans le dos, puis c'est bon. Ouais. Là, oups, non, là, c'est pas ça. La pression. Faut savoir que le glaucome, c'est la pression intraoculaire. Donc, il m'annonce que là, elle est très haute, puis tout ça. Il faut absolument passer à quelque chose d'une opération, chirurgie, puis tout ça. Bref. Fait que c'est quelques semaines. Et avec le recul, aujourd'hui, je dis, c'était le décompte à ce moment-là vers la cécité. À ce moment-là, je ne savais pas que je deviendrais aveugle. Mais avec le recul, je me rends compte que ces quelques semaines-là, après Compostelle, c'est comme parti le timer. Puis, fait que c'est un peu ça, là, l'histoire de l'aveugle de Compostelle. Quand on a 38 ans et qu'on sait c'est quoi là, des problèmes de vision, parce que vous l'aviez vécu étant jeune et adolescent, et que, sans parler de déni nécessairement, vous saviez que c'était quelque chose qui pouvait arriver. Oui. Là, quand on se rend compte que c'est en train d'arriver, il se passe quoi dans notre tête? Je veux dire que jusqu'à la dernière minute, je ne voyais pas ça arriver. Je pensais vraiment qu'on était que je n'étais pas m'en sortir. Alors que même je suis rentré la dernière fois, c'était le 3 août, c'est que je suis rentré au bout de plusieurs opérations pour le glaucome. Finalement, j'ai fait un décollement de rétine, qui est autre chose complètement. Et quand on se fait opérer pour recoller la rétine, on nous enlève le liquide dans l'œil, puis tout ça, puis tout le monde, là, on perd la vue de cet œil-là. Bon, comme moi, c'était mon dernier. Je savais que je perdais la vue pour 10 jours. Donc, OK, c'est beau. Au bout de ces 10 jours-là, la vision est revenue à peu près à 15 de ce qu'elle était avant. Et là, je me rendais compte qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas vraiment. Et là, de fil en aiguille, ça a pris quelques semaines après ce 3 août-là pour vraiment que je me rende dans la tête que là, elle ne reviendrait pas, la vision. Jusqu'à là, pour moi, c'était de passage, tout ça. C'était pour se régler. Puis, fait que c'est-tu du déni? C'est-tu de la pensée magique? Honnêtement, je ne le sais pas, là, mais le fait est que je ne voulais pas que ça arrive, je ne voulais pas y croire. Et là, quand on le sait que là, ça ne reviendra pas. Moi, ça fesse dans le dash, comme on dit. Là. Ben voilà, ça a été un choc. J'ai été quelques temps, là, disons, non fonctionnel. Là, Comment on se relève de ça? Moi, c'était beaucoup par l'amour de ma femme, puis de ma famille, puis des amis autour, puis tout ça. Je suis quelqu'un qui vit beaucoup de ça, hein, les amitiés, l'amour, puis tout ça. Puis j'étais dans j'ai été chanceux. Ma conjointe, ma blonde, hein, ma conjointe, elle n'aime pas ça que je dise ça. Donc, ma blonde est restée. Hein, plusieurs personnes, quand il y a une épreuve qui se vit dans le couple, ça arrive parfois que, même, je dirais, plutôt souvent que le couple va se séparer, puis tout ça. Le fait que moi, qu'elle soit restée avec moi, puis qu'on soit passé à travers ça, ça m'a donné de la drive. Puis, pas un an et quelques après, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. On a une petite fille qui est venue au monde. Je regarde par là parce qu'ils sont assis là à côté. Puis c'est ça. Tout ça fait que, je sais pas, encore aujourd'hui, puis c'est un peu ça que je raconte aussi dans la conférence, c'est un peu cette énergie-là qui me pousse vers l'avant. Ouais. Parce que là, on se dit, bon, j'ai 38 ans. Ouais. OK, il m'arrive une bad luck. Là. Mais je suis vivant. Mais je suis vivant, je dois composer avec ça. Il reste encore plusieurs années à vivre. Ouais. Il faut quoi? Se rebâtir un mode de fonctionnement pour le quotidien? Il faut aller chercher de l'aide parce que c'est quelque chose quand même d'assez intense. Là. Je veux dire, il faut perdre la vue, c'est quand même le sens pas mal le plus important. Là. On reçoit 80-90 des informations de notre vie quotidienne viennent par la vision. Donc, il faut aller chercher de l'aide. Au Québec, on est bien chanceux. Ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, tout comme à Chambly, d'où je viens, on fait affaire avec l'Institut Nazareth et Louis Braille, qui est un excellent institut. Excusez. Puis, il y a des spécialistes là dans les différents domaines, les sphères de la vie. Donc, voilà, on va chercher de l'aide professionnelle. À partir du moment où on est prêt, moi, à un moment donné, j'y étais prêt, puis je suis allé chercher de l'aide professionnelle, puis grâce à ça, Donc là, vous avez appris quoi?
Moi, j'ai d'abord appris je voulais absolument continuer à pouvoir travailler. J'ai toujours été quelqu'un qui était dans les projets et tout ça. Donc, l'ordinateur, pour moi, j'ai appris mon doigté, puis j'ai appris à me servir d'un ordinateur sans la souris et sans l'écran. Donc, c'est tout des touches au clavier, des fonctions qu'on donne au clavier, puis tout ça. Puis on a, je fais le signe comme quoi j'ai une oreillette, mettons, ou alors carrément les haut-parleurs de l'ordinateur. C'est une synthèse vocale, une revue d'écran. Donc, on peut faire beaucoup de choses grâce à ça. Donc, ça, c'est la première chose pour moi qui était la plus importante. Ensuite, je voulais apprendre à me déplacer de façon sécuritaire avec la fameuse canne blanche puis tout ça. Donc, ça prend quelqu'un. Dans mon cas, ça a été long et pénible d'apprendre à... Ouais. Est-ce qu'il y a eu quelques bleus, quelques... Il y en a eu quelques-uns. Oui. Tombé quelques fois? Bien, c'est pas si pire parce que le spécialiste est là. Puis, ou disons que ça aurait pu arriver sans lui. Là. Je remercie Simon, d'ailleurs, de l'Institut Nazareth et Lubrac, qui a travaillé fort avec moi. Là. Puis, il y a eu ça. Ensuite, tu sais, les activités de la vie quotidienne, on apprend. Au début, je me rasais même peu, là, moi. Donc, c'est ma blonde, au début, qui me rasait, puis tout ça. À un moment donné, on réapprend à se faire confiance, puis à y aller avec une technique qui est sécuritaire, apprendre à faire un petit peu à manger, puis tout ça. Est-ce que les gens alentour de nous veulent un peu nous surprotéger? Je ne sais pas. Je m'imagine un peu la scène là, de la personne qui est là puis qui regarde pour pas qu'il arrive quelque chose, pas tomber, pas ci, pas ça. Exact. Ça dépend de la personnalité de chacun. Hein, mais ma conjointe, ma femme qui est là, elle est assez bonne là-dedans pour me garder ma liberté, puis de me dire quand il y a quelque chose qui ne va pas, mais de me laisser faire mes choses, quitte à faire même des erreurs. Mais d'apprendre de ça, puis tout ça. Mais certaines autres personnes sont plus protectrices, puis tout ça. Est-ce qu'il y a aussi l'apprentissage du braille en tant que tel? Oui, moi, je l'ai appris. Ceci dit, de nos jours, hein, avec les technologies, puis tout ça. Ça, c'était mon autre question, parce qu'aujourd'hui, avec la technologie qu'on connaît, est-ce que le braille est encore aussi utile? Il l'est beaucoup moins. Ceci dit, je ne veux pas me faire lancer de tomates, là, parce que c'est vrai qu'il faut quand même continuer à l'apprendre et tout ça. Je vais toujours être Mais il ne faut pas se compter d'histoire. Aujourd'hui, avec les synthèses vocales, avec le fait, comme je vous dis, moi, je peux aller sur Internet et tout ça. Je peux aller avec la synthèse vocale de l'ordinateur, avec les lecteurs. Tout le monde écoute des livres audio aujourd'hui, les aveugles aussi. La vidéo-description à la télé. Vidéo-description à la télé. Bon, ça? Est-ce que moi, c'est j'aime bon? ça. J'aime ça. Ceux qui voient et qui activent ça sans le savoir, ils trouvent ça vraiment fatigant. Là. Mais pour quelqu'un qui ne voit pas, moi, j'adore ça. Puis quand je ne l'ai pas, même, je m'en ennuie, parce que ce pas toutes les émissions qui sont avec vidéodescription et tout ça. Fait que, tu sais, tout ça pour dire qu'au niveau du braille, moi, je l'ai appris. Ça a été difficile parce que perdre la vue à mon âge, puis aussi, je suis quelqu'un qui a de la corne dans les mains, puis tout ça. Disons que la sensibilité des bouts des doigts, puis tout ça, c'est pas... L'apprendre en quelqu'un qui est aveugle de naissance, il lit le braille 20 fois plus vite que moi, là. Puis, mais moi, je tenais à l'apprendre par défi personnel aussi, puis pour différentes autres raisons. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là, en fait, de votre chemin de vie? Je comprends que tantôt, on parlait du chemin de Compostelle, mais de votre chemin de vie, des embûches que la vie vous a mis devant vous et de ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez? Bien, c'est un peu ça aussi, d'ailleurs, ce que je vais répondre, qui m'a amené à faire cette conférence-là. C'est que j'ai eu, une fois que j'ai perdu la vue, une fois que j'ai entrepris ce cheminement-là, cette réadaptation-là, j'ai eu des occasions dans ma vie d'aller parler de ça dans les médias. J'ai fait 2 documentaires, un qui s'appelle « La famille pour tous ». Je me suis ramassé sur le plateau de 2 filles le matin à TVA. Ensuite, j'ai fait un autre documentaire, « Ça ne se demande pas », qui m'a amené à faire « Tout le monde en parle » en janvier dernier. Tout ça. Puis à chaque fois que j'ai participé à ces choses-là, je me suis retrouvé à me rendre compte que finalement, j'avais un propos qui intéressait les gens. Puis on m'a souvent dit, on m'a dit à quelques occasions que j'avais quelque chose d'inspirant dans ce que je disais, dans ce que je vivais, dans la façon de le vivre, puis tout ça. Fait que tout ça mis ensemble, je me dis, écoutez, je vais surfer sur cette vague-là, puis je vais me lancer, je vais faire une conférence, puis tout ça. Puis si ça peut servir... moi, ça me permet aussi de faire des projets comme ça, puis on se réalise là-dedans, puis tout ça. Puis si ça peut servir d'exemple, ne serait-ce qu'à une personne, tant mieux. C'est utile. Il y a une citation de vous, d'ailleurs, dans la publicité de la conférence. Vous dites « Je ne suis pas meilleur qu'un autre, je suis juste un gars bien ordinaire à qui il arrive des choses
hors de l'ordinaire. Je n'ai jamais voulu m'apitoyer sur mon sort et j'ai la chance d'être bien entouré et de me sentir soutenu. Ouais. Dans le fond, c'est une expérience de vie que vous racontez, là. Voilà, c'est une expérience de vie. Je présente mon chemin de vie bien humblement, mais de façon, je suis quelqu'un aussi qui a un sens de l'humour. Parfois, dans la conférence, il y a des choses, enfin, que je pense qui vont être drôles, on verra, là. Il y a d'autres choses, certainement, que les gens vont être un peu plus touchés, puis tout ça. Fait qu'on passe à travers différentes émotions, puis tout ça. Puis je pense que ça peut toucher les gens, bien humblement, encore une fois, puis on verra qu'est-ce que ça donnera. Moi, c'est sûr que je souhaite en faire plusieurs, mais là, il y en a une de cédulée le 9 novembre à la ferme Guyon, puis on verra par la suite. Alors, samedi 9 novembre, 13h à la ferme Guyon, du côté de Chambly, intersection des autoroutes 10 et 35. Donc, les billets sont en vente au coût de 20 $. Vous avez le lien Internet à l'écran pour, bien sûr, cliquer pour aller acheter les billets en question. Donc, l'aveugle de Compostelle, c'est un gars de Chambly, il s'appelle Serge Savoie. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. François, cette semaine à Sport Express, tu me fais arracher une dent. Oui, par Corinne Laframboise, combattante en arts martiaux mixtes, et Johan de White Lion, Lénès qui sont avec nous. Et c'est le meilleur show à vie NASCAR. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. C'est déjà le moment de parler d'Halloween et d'activités à venir. Il y en aura tout prochainement du côté du musée du Haut-Richelieu. Donc, si vous avez de l'intérêt pour vos enfants, je vous invite à aller voir le site Internet pour avoir tous les détails. Entre-temps, pour me joindre par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.